y a plein de choses aujourd'hui dans notre vie qui sont structurées de sorte de libérer de la dopamine. Et les algorithmes sont bien foutus, ils savent même que si par exemple, t'allais sur Pinterest et 100% de tes photos, elles te plaisaient, tu serais pas addict. C'est ça qui est un peu horrible là-dedans, c'est qu'au bout d'un moment, ton cerveau, il te libère énormément de dopamine à l'idée de... Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que c'est plus le plaisir qui motive ton action, mais la souffrance. Et donc tu ne vas plus chercher le porno, ou la coke, ou la cigarette, ou le Netflix, parce que ça te fait plaisir. Tu vas la chercher pour enlever la souffrance. La bonne nouvelle, c'est que globalement, après 30 jours de reset, où par exemple t'arrêtes ton addiction, ta ligne de base elle revient, ce qui fait que tu te remets à réapprécier des petites choses que tu n'appréciais plus. À l'époque, je me disais, je comprenais pas les gars ou les nanas, bien sûr, qui allaient dans des restos haut de gamme et je voyais leur grande assiette avec une petite merde au milieu et je me disais, mais. C'est quoi ce délire? Comment ils peuvent kiffer ça? Moi, mon kiff, c'était le gros plat de pâtes avec plein de crème. Et en fait, c'est ça qui est fascinant avec le cerveau. Tu peux autant kiffer parce que ton cerveau il va s'habituer à apprécier un petit truc. Et tu vas avoir un niveau de plaisir qui est similaire au truc où avant il me fallait la grosse tartiflette pour faire ah là je suis bien là. Ouais. Je vois. C'est un énorme paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait plus tu cherches une vie de plaisir, plus tu souffres. Toujours associer l'idée de développement avec l'idée de souffrance, de sacrifice. Et j'ai l'impression que la balance entre confort et sacrifice et douleur, tu vois, elle est un peu déréglée. Pour toi? Pour moi. Et pour certaines personnes qui, eux, répondent mieux au confort plutôt que, tu vois, plutôt que au sacrifice, à la douleur, etc. Il y a plusieurs scénarios. Déjà, on va les dissocier, le scénario un peu classique et le scénario addictif. Donc dans le scénario classique, on a une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est un héritage primitif qu'on retrouve chez les mammifères. Et le but de cette partie du cerveau, c'est de faire en sorte de t'éviter le danger. Et donc typiquement, si tu es en pleine savane et tu vois un tigre qui arrive, l'amygdale va se mettre en route pour pouvoir mettre de l'oxygène dans tes muscles, avoir de quoi courir, parce qu'à ce moment-là, c'est pas très intéressant d'avoir accès à toutes tes capacités cognitives. Le but, c'est de survivre face à l'ours. Quand tu parles physiologie comme ça, j'adore. Ok. Donc tu as l'amygdale qui est là et elle est toujours utile. Le problème, c'est que 99% de nos problèmes d'aujourd'hui sont plus des tigres. Donc elle est utile si on avait un tigre face à nous, mais 99% de nos problèmes aujourd'hui sont plus de l'ordre de l'histoire mentale qu'on se raconte, de nos perceptions. Mais l'amygdale continue de réagir comme si c'était un problème réel. Typiquement, il y a des études qui montrent, de Stanford, que mettre en situation quelqu'un où il se fait critiquer va, pour la plupart des gens, déclencher l'amygdale. Et l'amygdale, c'est la même partie du cerveau qui se mettra en route si on met un pistolet sur ta tempe. Donc c'est vraiment associé à la mort et au danger. Quand l'amygdale, elle prend le dessus, quelque part, tu as deux neurones. C'est-à-dire que c'est soit j'ai une proie en face de moi et je vais aller la chercher, ou alors j'ai un prédateur en face de moi et la solution la plus simple vis-à-vis d'un prédateur, c'est fuir. Et donc c'est pour ça que l'amygdale, on dit qu'elle a 3 stratégies. La fuite, le repli sur soi, qui est une autre forme de fuite, ou alors l'attaque. Effectivement, si tu as le tigre qui est là, fuir c'est trop tard, et donc tu vas te donner un peu le tout pour le tout. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on va tendance à fuir l'inconfort. L'amygdale, elle se met aussi en route face au plaisir. Typiquement, toute la partie sexuelle, tu as l'amygdale aussi qui se met en route, et c'est ce qui va faire que on va pouvoir être attiré par le porno, on va pouvoir être attiré par un sneaker, parce que c'est aussi tous les besoins un peu primaires, l'amygdale se met en route. Donc c'est ce qui fait que de base, on a encore un énorme héritage des animaux qui va faire que de base, on va privilégier, je dis de base, privilégier le confort à l'inconfort. Et il y a aussi un autre intérêt, c'est que notre cerveau, il est toujours en train d'essayer d'économiser de l'énergie, ce qui encore une fois est une vertu, parce que l'idée de base, c'est de conserver l'énergie pour ce qui est le plus important, ce qui est essentiel. C'est typiquement, t'es en danger, tu vas éteindre ton système immunitaire, parce qu'à ce moment-là, pouvoir gérer une grippe, ça sert à rien s'il y a le tigre qui est là. Donc le mieux, c'est survivre. Il y a plein de fonctionnements de notre cerveau qui sont hyper utiles, mais qui dans certains contextes s'avèrent contre-productifs pour nous. Et ça m'amène au deuxième scénario, et on passe de l'un à l'autre assez rapidement,
qui est que j'ai une annonce à faire et pas une petite annonce. L'une des plus grosses erreurs que j'ai commises, c'est d'avoir attendu trop longtemps pour investir mon argent et mes premiers investissements, sincèrement, j'ai fait n'importe quoi. La majorité des gens deviennent jamais libres financièrement, non pas parce qu'ils manquent de volonté ou parce qu'ils gagnent pas assez, mais parce qu'ils n'investissent pas et passent à côté du pouvoir de l'intérêt composé qu'on a beau comprendre intellectuellement, on n'arrive pas à mesurer à quel point c'est fou. Et le constat c'est quoi? Soit on laisse notre argent se faire grignoter chaque année par l'inflation, soit on essaye d'investir mais on se sent perdu face à des milliers d'ETF, des actions, des cryptos de partout et donc on abandonne, ou alors pire, on suit le truc à la mode, la dernière crypto et on fait n'importe quoi. Dans les trois cas, le problème c'est quoi? C'est qu'on est tout seul. Et c'est pour ça que ça fait des mois avec la Team Paradox qu'on travaille avec obsession pour bousculer ce qui se fait sur la liberté financière et qu'on se demande qu'est-ce qui pourrait vraiment changer la vie des gens. Et justement, aujourd'hui c'est le grand jour, je suis super content de t'annoncer le plus gros partenariat qu'on a jamais fait, Paradox et Goliath. Goliath, c'est une plateforme d'investissement que j'utilise personnellement et avec laquelle j'investis tous les mois et que j'adore parce qu'elle est intuitive. Mais là, ce dont je te parle, c'est pas juste un petit partenariat où je te présente une app sympa. Imagine, on a créé l'espace Paradox au sein de Goliath. Ça veut dire que tu peux investir directement à mes côtés et avec toute la communauté de Paradox. On est ensemble, on peut partager nos investissements et célébrer ensemble nos réussites. Et surtout, j'ai vraiment voulu qu'on facilite les premiers pas pour un débutant en te guidant pour éviter d'être perdu justement sur ces 2000 ETF. On a une mission commune avec Goliath, rendre accessible la liberté financière de manière intelligente et en secouant les codes. Est-ce que c'est pas un truc de malade? Et dernière chose, c'était très important pour moi de faire un truc spécial pour mon audience, pour vous. Certains, ça fait des années que vous me suivez, ça me rajeunit pas. Et donc on a décidé de faire quelque chose de spécial que tu vas retrouver dans l'espace gratuit sur ton compte paradox.io. Si t'as pas de compte, tu peux y aller, c'est gratuit. Je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien en description, télécharger l'application gratuitement, découvrir l'espace Paradox sur Goliath et qu'on célèbre ensemble tes premiers investissements. Il y a plein de choses aujourd'hui dans notre vie, ça peut être le sucre, ça peut être le porno, ça peut être Netflix, ça peut être YouTube, ça peut être Instagram, qui sont structurés de sorte de libérer de la dopamine. Donc la dopamine, je pense que c'est un neurotransmetteur dont tu parles peut-être. Exactement, tout à fait. Donc voilà, qui est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un messager chimique dans le cerveau qui a pour but de faire deux choses. Un, de créer une sensation de plaisir, mais la finalité derrière ça, c'est de nous motiver à aller chercher justement cette proie, cette framboise qui va nous nourrir. Et ce qui est fascinant avec le cerveau, c'est que à la base, c'est vraiment bien foutu. C'est-à-dire que je suis un homme de la préhistoire, je me balade en pleine nature, je vois une baie de mûres. Et là, pour l'instant, j'ai pas d'association, je connais pas. Je regarde un des fruits, je le mange, il y a du sucre, il y a du glucose. Dopamine. Je suis encouragé. Je suis encouragé pour recommencer, ce qui est super en soi. Parce que c'est pour me dire la prochaine fois que tu vois quelque chose qui ressemble à un arbre, je vais avoir plus de motivation que la dernière fois. Parce que maintenant, il y a une partie de mon cerveau qui me dit ça, c'est source de plaisir, c'est surtout source de sécurité, ça va te protéger. Mais pour un sneaker, ça marche un peu moins. Et voilà, c'est ça, c'est tout le problème, c'est qu'il y a plus d'accès en sneakers qu'à l'époque, il fallait faire un effort pour aller chercher cette baie et la trouver. Et ce qu'ils se sont rendus compte, et c'est pour ça que c'est si addictif, les murs d'actualité Facebook, Pinterest et Instagram, c'est que ils se sont rendus compte que typiquement, s'il y a un degré d'incertitude, il y a encore plus de dopamine qui est libérée. Pourquoi? Parce que typiquement, si à chaque fois que je sors, je tombe sur une baie de mûres et à chaque fois que j'y vais, les mûres sont bonnes, j'ai pas besoin d'une énorme source de motivation, un petit peu. Mais si, de temps en temps elles sont super, de temps en temps elles sont nulles, et ben mon cerveau va se dire, vu qu'il y a un degré aléatoire, je vais lui donner encore plus de motivation pour qu'il puisse durer, persévérer plus longtemps jusqu'à trouver la bonne mûre. Donc ça c'est super dans l'idée. Effectivement à l'époque était génial. À l'époque c'est génial. Mais comment ça fonctionne? T'es sur ton Pinterest, tu veux décorer ton appartement à Fourvière par exemple. Et tu dis tiens j'aimerais voir avec ma femme les décos sympas. Donc tu tapes Pinterest, salon moderne, je sais pas quoi. Et c'est pareil. Au début tu vois les photos, c'est comme si t'avais des murs mais pas très sucrés. Donc t'as qu'un petit peu de dopamine. Donc t'es juste motivé à continuer. Et à un moment donné, après 30 minutes, tu tombes sur la photo. Et là ton cerveau il se dit ok il y avait de l'incertitude. Il y a du plaisir associé à ça, donc c'est un peu comme manger ma mûre. Il va libérer beaucoup de dopamine pour te motiver à continuer. Et les algorithmes sont bien foutus, ils savent même que si par exemple, tu allais sur Pinterest et 100% de tes photos, elles te plaisaient, tu serais pas addict. Parce que ton cerveau il se dirait, j'ai pas besoin de motivation pour y aller. Donc ça c'est la première phase. Donc la phase numéro 1, j'ai aucune dopamine, c'est au moment de la récompense. La dopamine est libérée qu'à la fin. Ensuite, plus j'ai l'expérience, plus la dopamine se libère
à l'idée de, pour me motiver justement à aller sur Instagram, sur Pinterest ou aller chercher ma mûre. Mais au bout d'un moment, c'est ça qui est un truc de fou avec le cerveau, et ils ont fait des expériences sur des rats, c'est que là où avant, mon moteur c'était le plaisir. Quand la dopamine elle va commencer à se déclencher de plus en plus au début, donc ils font une expérience, ils créent un labyrinthe, ils mettent une petite porte, ils mettent une sonnette, le rat est libéré, le labyrinthe il est vide et il y a un endroit où il y a du fromage. Donc au début, le rat il se balade comme ça, machin, et son activité neuronale elle est très élevée, parce qu'il est en mode recherche, il découvre un nouvel environnement. Ouais. Et à un moment donné, il tombe sur le fromage, là c'est la coupe du monde, dopamine dans le cerveau, et là il se dit ok, ça vaut le coup de continuer la prochaine fois de faire cette trajectoire-là. Deuxième fois, pareil, un petit peu de dopamine au début, beaucoup à la fin. Et progressivement, ça va s'inverser, c'est beaucoup de dopamine au moment où il y a la musique, enfin la porte qui s'ouvre. Et ce qu'on se rend compte et qui est fascinant, et qui va donner aussi l'explication de pourquoi c'est si dur ce processus du confort et de l'inconfort, c'est que quand on scanne son cerveau, il a de moins en moins d'activité neuronale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où il y a la musique, et la porte qui s'ouvre, là son cerveau se met en route, il analyse la musique, et après, c'est comme s'il rentrait dans un mode où il ne réfléchit plus. Et on pourrait se dire, il réfléchit plus donc il va faire plus attention. Au contraire, il réfléchit plus, il court plus vite et il va plus vite vers le fromage. Et donc, tu as la dopamine, le cerveau qui se met en route. Le cerveau s'éteint, il suit la trajectoire. Il arrive à la fin, le cerveau se rallume, vérifier que c'est comme d'habitude. Et la dopamine arrive. Là, il y a un phénomène qui commence à être intéressant. C'est ce qui fait que c'est si dur d'arrêter une habitude. Il y a une désensibilisation en fait. Alors, c'est pas forcément une désensibilisation, c'est que tu vas perdre l'accès à ta réflexion. C'est ce qui fait que tu es là, en train d'être chez toi, tu mets la main dans ton paquet de chocolat, et d'un coup, tu te réveilles, le paquet, tu es en train de dire « Merde, il s'est passé quoi ?» Et tu as eu ce phénomène un peu d'amnésie. Et ça, c'est réel, c'est-à-dire que dans le cerveau, quand tu suis une routine, et ça marche aussi d'ailleurs dans une routine vertueuse, tu es à la salle de sport, toi tu as plein de routines qui vont te demander de beaucoup moins réfléchir, et donc ça va le rendre beaucoup plus facile aussi. Et donc aussi, paradoxalement, plus confortable d'ailleurs de suivre une routine constructive. Donc ça c'est un autre phénomène qui fait que c'est si dur de ne pas aller vers le confort, parce que là tu es en mode pilote automatique, tu ne réfléchis pas, exactement comme aller au travail. Tu peux ne pas te rendre compte que tu as conduit 35 minutes et te réveiller devant chez toi, enfin devant le travail. Et la dernière phase, et c'est ça qui est un peu horrible là-dedans, c'est qu'au bout d'un moment, ton cerveau, il te libère énormément de dopamine à l'idée de. Ensuite, parce qu'en fait, on a une quantité de dopamine de base. C'est-à-dire que la dopamine en soi n'est pas mauvaise, comme on l'a vu avec l'exemple. Bien sûr, ouais. Et donc ton cerveau en libère tout le temps. On va dire que tu as 10 de dopamine. Quand tu as l'idée d'aller chercher du sucre, ou alors d'avoir un rapport sexuel, ou d'aller regarder Netflix, il monte. Mais qui dit qu'il monte, dit que ton cerveau derrière, il se dit « Bon, on en a beaucoup là, je coupe les vannes, donc j'en aimais plus. » Et donc ce qui va faire que ça va descendre en dessous de la ligne de base. Précédent, ouais. Et quand tu es en dessous de la ligne de base, là tu souffres. C'est ce qui fait ce phénomène de vide. Quand c'est qu'un petit peu, que c'est la première fois, c'est pas très grave, t'as juste, tu vois, ton café, t'as excité, puis après t'as la petite descente. Mais au bout d'un moment... T'as un peu le cafard, Ouais, et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que c'est plus le plaisir qui motive ton action, c'est qu'en fait, ta ligne de base, c'est la souffrance. En fait, avec le temps, on se rend compte que plus tu vas consommer, par exemple, de porno ou de la coke, peu importe ton addiction, plus ta ligne de base, elle descend. Ce qui fait que ta ligne de base n'est pas la neutralité, mais la souffrance. Et donc, tu ne vas plus chercher le porno ou la coke ou la cigarette ou le Netflix parce que ça te fait plaisir. Tu vas la chercher pour enlever la souffrance, ce qui est très différent. Et pour le cerveau, la souffrance étant un moteur énorme, c'est ce qui fait en fait que d'un coup ça va devenir de plus en plus difficile de choisir cette voie entre guillemets de l'inconfort, parce que je souffre déjà et je veux éliminer, comme n'importe quel être humain, mon degré de souffrance. Bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que globalement après 30 jours de reset, où par exemple tu arrêtes ton addiction, ta ligne de base elle revient. Alors c'est globalement vrai, il y a des cas où si c'est de l'héroïne que tu as 60 ans, ça fait 40 ans que tu en prends, ça va être plus. Mais de base, pour beaucoup d'addictions, même des relativement lourdes, après 30 jours la ligne de base revient. Ce qui fait que tu te remets à réapprécier des petites choses que tu n'appréciais plus. Tu vois, avant, les oiseaux qui chantent, ça te fait rien, tu vois. Ouais, ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Et en fait, il te faut beaucoup d'intensité. Tu vois, je me souviens, à l'époque, je me disais, je comprenais pas les gars ou les nanas, bien sûr, qui allaient dans des restos haut de gamme et je voyais leur grande assiette avec une petite merde au milieu et je me disais, mais... c'est quoi ce délire? Comment ils peuvent kiffer ça? Moi, mon kiff, c'était le gros plat de pâtes avec plein de crème et voilà, plein de trucs au milieu.
Et en fait, c'est ça qui est fascinant avec le cerveau. Tu peux autant kiffer parce que ton cerveau il va s'habituer à apprécier un petit truc. Et tu vas avoir un niveau de plaisir qui est similaire au truc où avant il me fallait la grosse tartiflette pour faire ah là je suis bien là. Ouais. Je vois. Donc voilà, ça c'est une des raisons. Et pour clôturer sur ce sujet-là, on a une autre partie du cerveau qui me fascine et que toi tu as dû typiquement entraîner, qui s'appelle le lobe préfrontal et qui est vraiment fascinante parce que c'est la partie du cerveau qui a le plus évolué entre les singes et nous. Et c'est hyper intéressant cette partie du cerveau parce que ses missions, c'est justement, contrairement à l'amygdale, au lieu d'avoir une échelle d'horizon qui est courte, de voir les choses dans le temps. Donc c'est pas simplement est-ce que ce fondant il va me faire kiffer, mais est-ce que ce fondant il va me faire kiffer? Oui. Et c'est quoi les conséquences pour moi? Et je vais être capable d'évaluer beaucoup plus à long terme. Je vais être capable, par exemple, sur d'autres aspects, d'imaginer les choses dans les yeux des autres, ce qui est super utile pour arriver à accompagner quelqu'un si t'es coach sportif, pour arriver à faire une formation, mais aussi pour arriver à vendre, parce que tu peux pas vendre si t'arrives pas à voir le monde dans les yeux de l'autre. Ça va être capable d'être nuancé, c'est-à-dire que ton amygdale, c'est un peu de neurones, les choses sont... Si c'est agréable, c'est forcément bien, si c'est désagréable, c'est forcément mal. Le sucre étant relativement agréable, c'est donc bien. L'absence de sucre étant plutôt désagréable sur le coup, c'est forcément mal. Donc c'est très binaire ton amygdale. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es plus que l'amygdale. Tu as ce lobe préfrontal qui te permet d'avoir accès à ta vision, de planifier, d'organiser. Et ce qui est fascinant, et qui explique plein de choses dans ce que tu m'as décrit pour toi, c'est que quand ton lobe préfrontal se met en route, il est capable de calmer ton amygdale. De dire, en fait, ça va. T'es pas en sécu, t'es pas en danger. Ça n'est pas un tigre. Là, tout va bien en fait. T'es chez toi, t'es en sécurité. Ou à l'inverse, l'euphorie du truc, en fait, calme. C'est pas si ouf que tu te l'imagines. Tu vas peut-être te vivre un petit pic de plaisir, mais juste derrière, tu vas avoir le down. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour toi? Parce que les gens, ils voient les conséquences long terme, mais c'est pas que ça. C'est qu'en fait, tu ne peux pas avoir une surcharge d'énergie liée à un dopant sans avoir une baisse d'énergie derrière. C'est pas possible. Il y a un équilibre qui se respecte. Et c'est le phénomène, entre autres, d'homéostasie. Et donc, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'ils se sont rendus compte que quelqu'un qui, de plus en plus, laisse de la place à cette vision long terme. Quand je dis long terme, ça peut... Pour l'amygdale, long terme, c'est déjà demain. L'amygdale, c'est 5 minutes, son échelle d'horizon. Le sneakers, maintenant... Effectivement, à l'époque, l'homme préhistorique, avec son amygdale, il se disait pas ah non, mais le sneakers, je vais peut-être pas le manger tout de suite, parce que... Non, il n'y a pas ce genre de... Il n'y a pas ce genre de réflexion. Ta carcasse que tu viens de récupérer, elle va pourrir. On la bouffe maintenant. On la bouffe maintenant. Ton sneakers, lui, il est plein de chimie pour pouvoir tenir dans le temps, mais c'était pas le cas à l'époque. Mais la bonne nouvelle, donc, c'est que plus on va prendre ces décisions, plus long terme, s'entraîner à... Parce qu'en fait, c'est un vrai phénomène de... En anglais, ils parlent de urge, je sais pas comment dire en français, c'est vraiment... En fait, par exemple, un truc, moi, que j'ai vécu, je suis en train de bosser, ça fait 1 heure, donc j'étais dans un phénomène de flow, et là, je bascule dans une zone où c'est plus, ce qui pourrait d'ailleurs la transition, c'est plus le moi inspiré qui bosse, mais le militaire qui a commencé à bosser. C'est-à-dire que c'est plus moi qui ai envie de travailler, mais moi, il faut que je bosse. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à avoir moins de concentration, je vais forcer plus, et au bout d'un moment, je perds en concentration, et ça m'était arrivé plein de fois typiquement, à ce moment-là, de me lever et d'aller chercher, par exemple, je sais pas, un morceau de chocolat, un truc. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que le chocolat va me donner de la dopamine va me donner, enfin inconsciemment, hein, je le dis pas, c'est pas ça que je me dis à ce moment-là. Oui, j'imagine, ouais. Mais le chocolat va donner de la dopamine qui va me permettre de me remotiver dans le dossier, dans le projet sur lequel j'avance. Et souvent, ce qui se fait, qu'on crée le phénomène d'addiction, c'est que on laisse l'animal en nous, qui est qu'une partie de nous, dicter notre vie, alors qu'en fait, après 5 minutes, il va dire bon, ça marche pas, je le laisse tranquille. Mais on est d'accord que c'est 5 minutes. C'est que 5 minutes. Mais elles sont difficiles. Elles sont difficiles. Elles sont difficiles. Mais tu peux apprendre à l'observer, tu peux apprendre à contempler de la même manière que réellement, toi, à la salle de sport, t'as de la douleur, et on pourra passer sur la partie de la douleur, mais ce qui est très intéressant, c'est que si tu es capable de faire ce que tu fais, c'est que tu as changé ton rapport à la douleur, de sorte même qu'il puisse être même plaisant. Mais c'est ça qui est dingue avec le cerveau, c'est que c'est la même partie du cerveau qui gère plaisir et douleur. C'est hyper proche. Donc ça montre vraiment que douleur et plaisir, c'est beaucoup une question de perception. Il y a des études qui montrent, par exemple, sur le champ de bataille, des gens qui ont été gravement blessés, c'est censé être un niveau de douleur qui est extrême.
ils souffrent. Mais en fait, on va leur dire ça se passe comment. Et je sais pas, t'as la jambe qui est complètement tordue, du sang de partout, c'est censé être horrible la douleur. Et en fait ils disent ça va. Et à côté tu vas avoir un autre gars dans le lit d'hôpital qui s'est planté un coup de quelques centimètres dans le pied et c'est horrible. Et tu dis mais t'en as un qui fait semblant quoi. Ouais. Et en fait ce qu'ils se rendent compte c'est que ils disent mais aux militaires mais comment, enfin qu'est-ce qui se passe? Et en creusant, donc c'est par une des études, ils se rendaient compte que le champ de bataille était tellement dur pour eux que dans leur tête, être blessé, c'était être libéré en fait. Ah ouais. C'était en mode, en fait je préfère être blessé Qu'être confronté encore au champ de bataille. Et exactement. Alors encore une fois, c'est exactement comme mon histoire de la dopamine, c'est pas rationnel. Hein. Mais à un niveau inconscient, il y avait une forme de plaisir associé à, en fait, là j'ai une infirmière qui s'occupe de moi. C'est pas d'ailleurs que simplement je suis libéré, c'est aussi on me sécurise, on s'occupe de moi, je vais avoir une autre vie maintenant. Et ça, ça c'est beaucoup de plaisir en fait. Et donc du coup ça atténuait largement la sensation de douleur. Et il y a des chances que, alors à la fois lié à la répétition dans ce que tu fais, mais aussi le sens que tu donnes à la muscu. Parce qu'effectivement, si je suis jamais allé à la muscu et que je vais voir des gars ou des mecs ou des nanas qui font de la muscu, je me dis mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi Tu fais des grimaces, tu pousses, t'as l'air de souffrir, pourquoi tu t'infliges ça? Mais tout de suite, au-delà du phénomène même de l'habitude, hein, qui se marche dans les deux sens, hein, dans le sens néfaste et dans le sens constructif, au-delà de ce phénomène-là qui va amplifier le plaisir, le sens même que tu donnes, je sais pas, je vais me sentir mieux dans ma peau, je vais vivre plus longtemps, je vais être sexy, je vais être fort, je vais défoncer tout le monde au rugby. Peu importe le sens que tu donnes à ça, ça va distordre ta relation à la douleur. Ouais. Et du coup, tu vas même au bout d'un moment associer, si ça fait mal, donc mon muscle grossit, donc c'est un bon indicateur, donc c'est génial. Ouais. Ce qui va faire qu'au bout d'un moment, tu vas même associer de plus en plus l'inconfort, et je peux peut-être transitionner là-dessus. Moi ça m'a parlé ce que tu dis, j'ai clairement une forme d'addiction à plein de formes d'inconfort. Pourquoi? Parce que de mes 12 à 16 ans, je suis complexé, je me trouve moche, je suis pas à l'aise avec les filles, je vois des mecs qui s'expriment facilement à l'oral, c'est pas mon cas, j'ai l'impression que mon père il est pas fier de moi. Ouais. Ce qui, avec du recul, j'ai compris qu'il l'était, mais il l'exprimait pas avec des mots, donc je le comprenais pas. Et j'étais dans un mode où effectivement je cherchais un maximum de confort, je passais beaucoup de temps dans les jeux vidéo, à éviter de lever la main en cours, d'aller parler à cette nana, de m'exprimer vis-à-vis de mon père. Et à un moment donné, il y a eu un changement comme ça à mes 15-16 ans et si je testais d'aller faire des trucs qui me font peur? Donc ça a commencé petit, lever la main en cours, aller demander l'heure à des gens alors que j'ai une montre au poignet, sortir tout seul à la Saint-Patrick, aborder des gens, aborder des nanas, faire un one-man show, c'était horrible, c'était stressant, partir aux États-Unis avec un anglais de merde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a changé ma vie, à tous les niveaux. Au niveau de mon couple, au niveau de mon bien-être, mon rapport à moi-même, mon estime de moi, la relation avec mon père, financièrement. Et ça distord ta relation à l'inconfort. Parce que dans mon cerveau, pendant un temps, c'était en fait, au final, je préfère ma vie après ces 15-16 ans. Et donc, il y avait même une peur de rebasculer dans le David qui, selon les termes de ma mère, était une loque léthargique. Ce qui n'était pas totalement vrai, mais je comprends pourquoi dans sa vision du monde, un jeu vidéo n'avait aucun intérêt. Aujourd'hui, ça m'arrive beaucoup des parents à leur permettre de réaliser que via les jeux vidéo, leur enfant il développe plein de choses en fonction du jeu vidéo. Dans mon cas, c'était des jeux MMORPG, donc en fait il y a plein de choses que je fais aujourd'hui que je faisais dans les jeux vidéo, construire des équipes, du leadership, il y avait de l'achat-revente d'armes virtuelles dans le jeu. Donc j'étais déjà, sans m'en rendre compte, en train de faire de l'entrepreneuriat. La société considère pas ça comme de l'entrepreneuriat, ça change. Ma mère le comprenait pas, donc pour elle, j'étais léthargique. Donc ouais, ça va expliquer pourquoi d'un coup, j'avais peur, je parle pas de toi, hein, je parle de moi, j'avais peur de rebasculer dans une forme de complaisance et de confort, comme si j'allais perdre tout ce que je m'étais construit et créé. Et il y a un côté addictif à progresser, à la croissance, largement, ouais. À rendre possible l'impossible. Mais ça pourrait être une autre question. Bon, tu nous parles de l'après, mais il y a, je pense, plein de personnes qui sont un peu dans l'entre-deux, qui se disent « Ok, je suis peut-être pas à l'aise avec tout ce confort, mais l'inconfort me fait peur et tu vois, c'est une tâche impossible. » Donc toi, le déclic, comment il s'est passé?
Alors il y a mon déclic et après il y a ce que j'ai appris avec le temps en me passionnant sur ces sujets-là. Pour moi, ce qui s'est joué, c'est que j'aimais pas ma vie, j'en souffrais. Et on va pas se mentir, la douleur c'est aussi un moteur pour bouger. C'est-à-dire que si je te mets les fesses sur une plaque de cuisson brûlante, tu bouges. Si elle est chaude, un peu déconfortable, tu vas faire ah je suis bien, mais je trouve une position pour moi. tu vas te décaler. Et donc quand ça fait mal, ça bouge, ça fait bouger. En tout cas moi ça m'a fait bouger. Donc ça c'est un premier aspect. Ma mère, c'est souvent un exemple que je prends souvent, parce que je faisais ma victime, hein, c'était la victime du monde extérieur, des professeurs, de mon père, des gens. C'est ce que tu disais à cette époque? Enfin, je disais pas que j'étais une victime, mais les victimes se disent rarement victimes. Ouais. Mais je faisais ma victime, je râlais quoi. Je râlais, je me plaignais du monde extérieur quoi. Et en fait, ma mère un jour, elle m'a dit écoute, voilà, j'en ai marre que tu te plaignes. Si ta vie elle te convient pas, tu la changes, mais moi je veux pas t'entendre. Donc c'était un peu radical. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'était violent. J'ai pas applaudi ma mère pour cette phrase, hein, sur le coup en tout cas. Mais elle m'a fait un gros cadeau, parce qu'elle a raison. Si ma vie elle me va pas, c'est ni ma mère, ni mon père, ni mon professeur, ni le monde, ni Macron, ni je sais pas qui va changer ma vie, c'est moi en fait. Alors bien sûr, on soit d'accord, le monde extérieur peut m'aider. Mais il n'y a rien de plus beau et plus savoureux que de changer sa propre vie, parce que c'est savoureux de changer sa vie soi-même. Quand je dis soi-même, c'est jamais totalement soi-même, parce que tu lis des livres qui t'impactent, tu regardes des vidéos qui t'impactent, donc c'est pas totalement toi. Mais en tout cas, d'être co-créateur, d'avoir contribué à ton changement, c'est inspirant. Donc moi, il y a eu ça. Il y a eu, c'est beaucoup de moments de douleur hein, en soi, mais la prof de français qui a décidé de nous faire du théâtre, ce qui, dans mon monde de l'époque, était une sacrée mauvaise idée. Mais ça a fait... J'avais tellement peur d'être ridicule devant ma classe que j'ai bossé comme un acharné. C'était une pièce de Molière avec l'avare et il avait été joué par Louis de Funès. Et donc, la chance que j'avais, c'est de pouvoir mettre ma cassette VHS et regarder la scène en boucle. Je cherchais même pas à être bon, je cherchais à éviter d'être ridicule. Je cherchais d'avoir l'amygdale qui se met pas trop en route. Et en fait, quand elle m'a donné la note et qu'elle m'a dit 20 sur 20, j'ai halluciné, c'était impossible. Impossible. Moi, 20 sur 20 sur un truc oral, c'était pas possible. Je tombais malade les veilles des cours de musique parce que chanter devant tout le monde, ça me rendait malade physiquement. Et là, ça m'a créé un déclic. Et puis, il y a eu cette vidéo de Martin Luther King, I Have a Dream. M'a touché, d'ailleurs, je l'ai pas entendu sous l'angle unifié, noir, blanc, les couleurs. Moi, j'ai entendu I Have a Dream. Moi, donc au sens propre du rêve. Et ça m'a vraiment touché, son intensité dans ce qu'il a dit. Et puis, je me suis inscrit au rugby. Et pareil, voilà, ça m'a aidé à prendre confiance en moi, à changer mon rapport à l'inconfort. Ça crée, et c'est hyper important, pour répondre à ta question, c'est ce qu'on appelle en anglais les quick wins, les petites victoires qui en fait vont commencer à construire ton estime de soi. Il y a un concept qui s'appelle, je sais pas comment traduire ça si tu as une idée, Keystone Habit. C'est ce qu'on pourrait appeler c'est des petites habitudes fondatrices. Typiquement, la course à pied, ça en fait partie. C'est le genre d'habitude qui, tu les commences un tout petit peu et en fait ça crée un sentiment de victoire parce que tu te vois progresser, ce qui monte ton estime de toi. T'as envie de progresser et en fait pourquoi on appelle ça des habitudes un peu fondatrices, Keystone Habits, c'est parce que c'est des habitudes qui souvent en déclenchent d'autres. C'est-à-dire qu'en fait que tu vas cumuler avec d'autres choses après. Tu te mets à aller à la muscu et tu vois que tu progresses et alors qu'avant faire attention à ton alimentation c'était un truc que t'arrivais pas à faire parce que c'était juste ça. Maintenant c'est plus tant la perte de poids qui devient ton moteur, c'est j'ai envie d'avoir des résultats, donc ça devient un jeu c'est un moteur, les jeux ça libère aussi beaucoup de dopamine dans le bon sens du terme. Et d'un coup, le truc que tu n'arrivais pas à faire, qui était faire attention à tes calories, devient un truc ludique. Parce que ça s'intègre à autre chose dans lequel tu as eu des premières victoires. Oui. Donc ça aussi une manière de répondre à ta question, c'est quelles sont, donc dans les habitudes un peu les trois plus grandes, on va avoir tout ce qui est sport, tout ce qui va être plus connexion à soi, donc yoga, méditation, respiration, gratitude, qui vont être dans lesquelles tu peux progresser. Et la troisième qui va être souvent quelque chose un peu artistique, écriture, exprimer ce qu'il y a en soi. Mais après il y en a d'autres, faire son lit, c'est prouvé, bon c'est pas ce que je fais moi, mais faire son lit, ça s'avère que pour plein de personnes, ça crée ce truc de... Il y a une partie de ma vie que je maîtrise. Et pour moi c'est le cas. Pour toi c'est le cas. Pour moi c'est 100% le cas. Quand je pars de chez moi le matin, il faut que mon lit soit fait, c'est obligatoire. Et ben c'est intéressant parce que tu démarres ta journée avec une victoire. Mais ça peut être une douche froide. Tu démarres ta journée avec... de la douleur qui derrière
et on peut parler aussi sur comment le cerveau fonctionne, mais tu ne peux pas avoir justement ce phénomène de douleur sans avoir derrière une forme de release, juste après ta douche froide. Et pareil avec le sport, la muscu. Au yoga par exemple, ils ont un exercice où on te fait contracter tous tes muscles, c'est douloureux. Ouais. Tu contractes à fond, et au moment où tu lâches, t'as un effet de... Et donc c'est tout un paradoxe qui est, il y a plein de pièces à ton puzzle de pourquoi les gens changent pas. Donc certains ils réalisent pas en fait qu'ils vont passer à côté de leur vie s'ils cherchent toujours à éviter cet inconfort. On est dans une société qui met en avant beaucoup le plaisir, et c'est un énorme paradoxe, c'est pour ça que j'ai appelé ma paradoxe d'ailleurs, c'est que la recherche de l'hédonisme, qui est la recherche d'une vie de plaisir, amène à un autre phénomène, j'ai oublié le terme, qui est que, et on revient sur le phénomène d'oscillation, qui est qu'en fait tu n'arrives plus tu cherches une vie de plaisir, moins tu arrives à apprécier des plaisirs, et donc plus ça te déprime. Et donc c'est un énorme paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait plus tu cherches une vie de plaisir, plus tu souffres.